16 mesures sur RJR. Bonsoir tout le monde, vous êtes sur RJR dans l'émission 16 mesures. Moi, c'est Alexandre et aujourd'hui je suis avec Cillian. Coucou. Augustin. Bonsoir tout le monde. Et Paul. Salut. Comment ça va? Ça va va très bien. très bien. Très bien. Oh, pas tous en même temps, bref, moi ça va super. Donc, cette émission, on va commencer par Cillian qui va nous parler d'un rookie, il me semble. Oui, pas très connu, sauf par les ménagères, Stromae. Très bien. Après, on va enchaîner par Paul. Ouais, moi je vais parler de Conway the Machine. Après, Augustin. Qui tu nous présentes, Augustin, aujourd'hui? Damis, son nouveau projet. Très bien. Et après, moi je vous parlerai de Frisk Orleans et H22, leur dernier projet en commun, Riyad Sadio. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite et on va s'écouter Déclaration de Stromae. A tout de suite. Bonsoir. Je vais vous parler du dernier album de Stromae, l'idole des ménagères de France et le meilleur artiste du monde de la terre qui tue. Alors Stromae, né le 12 mars 85 à Etterbeek, je sais pas comment ça se prononce, en Belgique, d'un père rwandais et d'une mère belge. Il débute tout d'abord dans le rap, et oui, mais mon petit loulou, et puis après, et il se nomme aussi Maestro pour commencer, pour ensuite le changer en Stromae. Il sort quelques EP et produit des artistes comme Kerry James au début. Ensuite, il se fait connaître en devenant youtubeur influenceur comme Wiz Khalifa ou Soulja Boy, en publiant chaque semaine des vidéos où il montre comment il compose ses musiques. Jusqu'à sortir le morceau qui fait exploser. C'est lequel, Paul? Qui a vraiment pété. Ouais. Alors on danse. Oui. Yes. Bon, la présentation c'est fait, maintenant l'album. Après une absence de 9 ans, il revient avec Multitude, d'une petite durée de 35 minutes, où il commence à nous parler de ce qu'il a traversé dans le morceau Invaincu, qui porte sur sa maladie, et aussi Enfer sur sa dépression. On peut aussi ajouter les 2 derniers morceaux qui prennent la même structure de texte en parlant d'une mauvaise journée où il ne voit pas la fin, j'en ai marre d'être déprimé et ça me déprime d'en avoir marre, pour ensuite enchaîner sur la bonne journée pour conclure l'album. On sent tout du long qu'il a voulu transmettre du positif dans ses sons, sauf pour le morceau Enfer où là il a plutôt voulu mettre en avant la dépression pour tout le monde. Mais avec le début de l'album qui est une victoire et le caca parfait de la fin, il montre que maintenant il va mieux et cette positive attitude, il veut le transmettre. Dans d'autres morceaux, il exprime une pensée ou une histoire différente dans sa santé, ou fille de joie. Il s'attarde à mettre en avant les personnes qui sont sous-représentées et qui ont besoin de s'exprimer. Il y a aussi le morceau Déclaration qui parle du féminisme avec un regard inhabituel de l'homme qui sait que l'égalité n'est pas respectée mais reste positif avec une once de second degré. Je suis mieux payé que toi, sans vouloir me vanter, le morceau qu'on a passé précédemment. Ce regard inhabituel est présent dans le vocabulaire où il emploie un lexique un peu enfantin, des fois avec des mots genre le pipi et le caca, mais aussi il nous surprend en utilisant des mots vulgaires qui nous ramènent de force à la réalité. Toutefois, je ne pense pas que c'est un album où les textes est le principal élément. C'est surtout la musique. Cet album est folklorique avec plein d'instrumentalisation, de sons qu'on n'a jamais l'habitude d'entendre comme la flûte turque, la cornemuse, le clavecin, les chœurs bulgares et plein d'autres. Il fait de même pour les mélanges originaux avec du baroque et de la funk brésilienne en même temps, et des rythmes originaux dans Santé par exemple où le rythme est décalé et on a l'impression qu'il manque une note. Cet album est un bac à sable pour Stromae qui s'amuse à mélanger des sonorités et à en créer des nouvelles pour lui, quelque chose qu'il doit sûrement aimer. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, penser, je sais pas parce que j'ai pas encore vraiment fait mon avis dessus. En tout cas, en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'on n'est vraiment pas dépaysé par rapport au Stromae d'avant. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours son style propre à lui-même. Après, je trouve ça cool les sujets qu'il parle. Il se prend pas trop la tête, il parle vraiment de sa routine un peu, j'ai l'impression. Et ça, c'est plutôt cool aussi qu'il parle de la dépression au grand public, tout ça, je trouve ça plutôt cool. Après, moi, en écoutant ça, j'ai l'impression d'avoir pris 15 ans. Genre, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais je vous jure que quand j'écoute ça, j'ai l'impression d'être vieux et d'être dans ma routine de quarantenaire. Enfin, quarantenaires ne sont pas vieux, mais bref. donc voilà. Ouais, alors un peu même avis que toi, c'est pas vraiment le truc que j'écoute de base.
En fait, quand j'aime bien, mais tu vois, quand ça passe à la radio, je me dis ah bah cool, Stromae, c'est sympa à écouter. Je zappe pas forcément, mais je vais pas écouter par moi-même. Après, ce que j'aime bien chez Stromae, bah du coup, c'est ce que t'as dit. C'est un vrai amoureux de la musique. Il adore faire plein d'instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il y a les roues aussi, il joue dans certains morceaux, c'est sympa. Du coup, c'est pour ça que je trouve c'est sympa écouter Stromae pour les sonorités comme ça, sympa. Il ramène plein de pays différents. D'ailleurs, il l'a dit en interview, il voulait ramener faire un album qui est un peu international. Oui, dans le sens où, folklorique. voilà, représenter un peu toutes les parties du globe. Donc ça, c'est sympa, je trouve. Ok, très bien. Ouais, bah moi, Non, vas-y. je vais revenir un peu. Je suis un peu du même avec vous. Genre, c'est vraiment. J'ai pas prêté. Enfin, c'est pas tant les paroles qui me plaisent avec Stromae, c'est plutôt justement les instruments et les sonorités. Et comme disait Cillian, ouais, on retrouve vraiment des instruments des quatre coins du monde. Et en termes de composition et le Stromae qu'on connaissait avant, on a toujours cette petite touche qui revient, quoi. Et c'est ce qui fait l'artiste. Après, c'est pas pour rien qu'il a pété à l'international chez les Américains, c'est surtout pour l'instrumentalisation. Quand on demande les paroles de Stromae à un Américain, on comprend pas ce que c'est, quoi. Et même Stromae, on retient aussi surtout les rythmes. Hein. Oui. Les rythmes endiablés. Ouais, qui font danser. J'ai la ref. Très bien. Merci beaucoup pour ta chronique, Cillian. Et je vous propose qu'on passe à la suite. On va s'écouter Conway the Machine, Tear Gas. Alors, pour beaucoup, y compris ses médecins, Conway the Machine ne devrait pas être là aujourd'hui. En 2012, il a été victime d'une fusillade le laissant quasiment mort. Il s'est battu pour sa vie, jour après jour, essayant de réapprendre à marcher, et il a réussi finalement à s'en sortir, gardant quand même la moitié du visage paralysé, donc on peut dire que c'est un vrai miraculé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter rapidement. De son vrai nom, Damon Price, Conway est un rappeur de Buffalo, ville connue aux États-Unis, comme étant l'une ayant le plus fort taux de criminalité du pays. Il a passé la plupart de sa jeunesse dans un style de vie criminel, dealant et faisant des allers-retours en prison. La musique, c'est vraiment ce qu'il a sorti de ce train de vie-là. Aux côtés de son frère Wes Hagen et de son cousin Benny the Butcher, il fait partie de Griselda Records, avec lequel il fait ses débuts et commence à gagner une sérieuse réputation. Leur trio, Griselda, est vraiment beaucoup apprécié par les fans de rap old school et les puristes, même le Wu-Tang les considère comme leurs successeurs. Donc même si Conway a déjà une sacrée réputation, il nous livre ici avec God Don't Make Mistake, que je vais abréger par GDMM parce que c'est un peu long à dire, son vrai premier album. Conway, il est considéré par ses fans comme quelqu'un ramenant le vrai rap sur le devant de la scène. Même si je suis pas trop d'accord avec le terme vrai rap, je comprends l'idée, et vous l'avez entendu avec l'extrait juste avant, c'est du gros rap old school, comme on aime ici. Alors que l'histoire de Conway peut être perçue comme un modèle de réussite à la surface, en dessous, le stress dû à les épisodes durs persiste et les conflits internes le tourmentent encore à ce jour. Il met ça en évidence tout au long de God Don't Make Mixtape. Je vais parler rapidement des featuring de l'album. Alors je les connaissais pas du tout, je les connaissais pas tous d'ailleurs. Il y en a vraiment pas mal, mais je vais pas tous les citer, je vais citer les plus connus. On a alors Rick Ross, Lil Wayne, T.I., Benny the Butcher ou encore Wes Hagen, le petit favori de Cillian, je le sais. Oui. Mais c'est ça pour les plus connus. Il a quand même ramené des invités de qualité, donc merci à Conway. Dans cet album, il se focalise plus sur la narration que sur la technicité de ses phrases. À chaque fois qu'il se vante d'être le meilleur, il se pose la question dans un coin de sa tête « et si ?» Il s'imagine des scénarios dans lesquels il ne se relève pas de son accident. Il s'imagine comment sa vie aurait pu finir dans un autre scénario. D'un côté, il est fier de ce qu'il a accompli avec son label et ce qu'il a apporté sur la scène underground, mais d'un autre côté, il y a toujours ces doutes qui persistent, doutes qui viennent des autres ou de lui-même. Donc vous l'avez compris, je le pense, il y a une dualité dans la tête de Conway qui est retranscrite dans son album. On a cette confiance en soi, en disant qu'il est le meilleur, et en même temps une grosse paranoïa. Conway ne cache pas le fait que ses ennemis restent dans son esprit, mais se souvient des conseils de l'un de ses mentors. Garde tes sentiments dans ta poitrine, tue-les avec le succès. Dans le morceau Drumwork, éponyme au label qu'il a créé, dans le son on a aussi Jay Skiz et, alors je vais épeler son nom, 7XVE The Genius, qui se prononce en fait Love the Genius. Je sais pas comment. D'ailleurs, elle dit dans le morceau que ses ambitions vont plus loin que de savoir si les gens prononcent bien ou non son nom. Dans Guilty, il accélère un peu le rythme de l'album et il part des critiques qui lui sont faites sur son visage paralysé. Il dit à la critique « Focalisez-vous sur les paroles, pas sur mon apparence, c'est ce qui compte pour lui ». Le morceau le plus émotionnel et personnel, je pense,
dans l'album, c'est Stressed. Dans celui-ci, il parle de la perte de son cousin, qui était très cher pour lui, mais aussi de ce qu'il a ressenti quand il a tenu dans ses mains son enfant mort-né. Il raconte la descente aux enfers, son addiction à l'alcool et tous les malheurs qu'il a eus pendant sa vie, de la haine qu'il éprouve pour lui-même aussi. C'est vraiment un morceau très triste et touchant, je vous conseille vraiment de l'écouter. L'album se conclut sur le titre God Don't Make Mistake, en featuring avec Annette Price, la mère de Conway, qui parle de l'enfance de son fils. Elle raconte qu'il passait son temps à utiliser les fournitures scolaires pour écrire des paroles plutôt qu'à travailler. Elle semble fière de ce qu'il est devenu, de ce qu'il a réussi à surmonter et à accomplir. Après la fin du morceau, elle supplie Dieu de lui ramener son enfant en même temps qu'on entend des bips d'une machine respiratoire, faisant sûrement allusion à son accident. Donc, pour résumer, c'est un album très personnel qui parle beaucoup de ce que Conway ressent, de son vécu avec tous ses malheurs. Il n'a pas eu une vie facile, ça s'entend. Il est passé à travers beaucoup de choses, mais il fait aussi cet album pour dire qu'il a réussi et qu'il est fier. En même temps, s'il a encore des doutes et que c'est dur pour lui de survivre en ayant vu tout ce qu'il a vu, il reste debout. Et pas prêt à baisser les bras, j'imagine, vu que c'est un peu le début de sa carrière, même à 40 ans. Il est là pour une raison, et c'est d'ailleurs pour ça que l'album porte ce titre, Dieu ne fait pas d'erreur. Donc bien sûr, je conseille à tous ceux qui aiment le rap un peu old school ou underground d'aller écouter l'album, et même par la suite écouter WWCD, l'album de Conway, West Side Gun et Benny the Butcher, qui est selon moi un classique du rap américain. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas si vous avez écouté un peu l'album, je pense que tu l'as écouté. Oui, je l'ai écouté. Qu'est-ce que t'en as pensé en tant qu'adepte de Griselda ? En tant qu'adepte, alors c'est un bien grand mot, c'est plutôt West Side Gun que je suis, mais Conway, je pense que c'est le deuxième que j'écoute le plus. J'avais écouté son dernier projet qui était plus des sons qui étaient là sans aucun rapport, une petite mixtape quoi. Et là, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il parle aussi personnellement de lui. C'était vraiment étonnant et c'était vraiment touchant. Après aussi, j'aime bien aussi comment il a utilisé des tournures de phrases. Par exemple, il est mort 2 fois, un truc dans le genre. Ouais. Ou donne-moi ton top 5 des rappeurs, je le dépasserai. Ça aussi, ça m'a fait un peu rigoler sur ces tournures de phrases. Il y a aussi le feat avec Benny the Butcher et West Side Gun. Ouais, il est cool celui-ci. C'est étonnant parce qu'ils en ont fait beaucoup, des feats ensemble, mais à chaque fois, pour moi, c'est le meilleur morceau de l'album. Or, bien sûr, quand il parle de sa vie, sur niveau feat. Mais les trois, ils marchent vachement bien à chaque fois, ils se complètent bien ensemble. Ils ont une vraie alchimie ensemble et c'est vraiment agréable. Aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils invitent beaucoup de rappeuses. Que pas des rappeuses pour faire les refrains parce qu'elles savent rapper, chose qu'on fait pas beaucoup en France et pas aux États-Unis, mais surtout eux ils en invitent et elles se démarquent vraiment bien. C'est comme ça que je les découvre. Ouais, les fiches chez Griselda elles sont fortes, il y a pas mal de têtes d'affiches qui sont sympas à écouter. Ouais. Donc aussi les instrus avec le retour d'Alchemist sur les prods. Surtout Alchemist, j'ai vu parce que il avait vraiment fait une bonne prod. Donc c'est vraiment un projet que si vous ne connaissez pas Conway, je pense que c'est un des meilleurs pour lequel s'appuyer dessus. Voilà. Très bien, merci beaucoup Paul pour cette découverte parce que je connaissais pas du tout et franchement j'ai grave adhéré à tout ça. Donc bien que je ne sois pas un adepte de Griselda, je pense que c'est pas très grave pour découvrir, mais bon. En tout cas c'était très cool, un très bon album que je conseille. Et je vous propose maintenant de passer à la suite. Donc Augustin, tu peux nous parler du premier EP de Damis, Regard Sceptique, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Parfait. Donc, Damis est un rappeur donc, aux multiples facettes. Donc Damis nous vient de Nostradamus. Donc Damis, c'est le nom qu'il a décidé de garder, qui était aussi le surnom donné par son père. Nostradamus, qui est un philosophe, astrologue, médecin, un mec aux multiples facettes. Aux multiples professions, qui selon les dires était un gars qui respirait à la sagesse. Sagesse, merci. Au XVIe siècle. Enfin bref, on s'écarte un peu du sujet, juste pour vous dire que Damis est un peu un couteau suisse, aux multiples professions. Il touche un peu à tout, rap, sport, de l'acting, rien ne lui échappe. Il touche à tout, c'est ce qu'il fait kiffer. Pour vous parler un peu de sa réflexion, à travers ses sons, c'est simple, il n'y en a pas. Il ne cherche pas forcément de cohérence entre ses sons. Pour l'instant, il est en phase de recherche. La cohérence viendra plus tard, je pense. En revanche, il sait ce qu'il fait kiffer et ce qu'il kiffe un peu moins, ce qui lui permet justement d'être en roue libre, de faire comme bon lui semble. Tant qu'on kiffe, tant mieux. Avant de vous emmener justement dans l'album, je vais vous parler très légèrement de ses débuts. Il commence en juin 2019 avec le son Road. Il y a eu la chance d'avoir été très vite repéré et aussi la malchance de ne pas avoir signé tout de suite.
un contrat. Enfin bon, maintenant il est signataire chez Incroyable Records. Son style est plutôt atypique, avec plusieurs facettes. On a une musique qui est un peu, qui peut justement ne pas nous plaire, ne pas plaire à tout le monde à la première écoute, qui peut être un peu inconfortable, en tout cas pour une première écoute. Enfin, pour mon cas, ça l'a été. Je l'ai connu principalement sur le son du règlement, La Nuit, qui m'avait plutôt bien hypé, glissant sur la prod, ce qui a été un léger tremplin. Le règlement étant quand même une certaine influence pour les rappeurs émergents. J'ai dit que son style pouvait ne pas plaire à tout le monde, parce que justement, il peut passer d'une voix extrêmement grave, et on peut se demander même si des effets sont rajoutés à une voix complètement opposée, un talent qui lui permet de se moduler et de faire comme ça lui chante sur ses sons. Ce qu'il a fait dans son album Regard Sceptique, un projet de 25 minutes avec 0 fil, enfin ça performe seul. Il nous a sorti un léger aperçu de l'album en sortant un son trapu, une voix très sombre, très, très grave. J'ai pas forcément kiffé, pas trop fan de cet aspect justement de l'artiste, en tout cas pas de ce son. Après, l'album ne tient pas qu'avec ça. Ses codes, donc on a quelques diversités comme Rockstar avec de la guitare électrique qui constitue une bonne base, mais aussi un refrain entraînant qui m'a bien fait bouger la tête. Parlons un peu de ses refrains. J'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup de répétitions. J'ai trouvé des sons où le refrain était à la limite de l'intrusion auditive. J'ai trouvé ça un peu dommage. Des sons qui méritaient pour moi d'être un peu plus poussés en termes de paroles. Ça aurait pu être vraiment quelque chose. En vrai, au début de l'écoute de cet album, j'ai pas forcément kiffé. J'étais même un peu déçu. C'est seulement au bout du cinquième son que j'ai commencé à prendre du plaisir à l'écoute. Donc autotune, voix grave, des cris par moments sur le son flair. On a quand même une bonne diversité en termes de timbre de voix. Un son aussi qui a retenu mon attention. Vous allez me dire si vous ressentez justement la même chose. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, j'étais dans les transports, enfin bref, écouteurs, mi, etc. Le son passe. C'était le son Avantage que je vais vous passer juste après. Et j'ai cru sincèrement que Youdi reprenait justement à la deuxième minute du son. Pourtant, zéro feat, j'ai été surpris. Mais parce du que coup, c'est une bonne ou une mauvaise chose que ce soit. Bah, du coup, je sais pas, vous allez me dire, mais moi, je trouve Ok. bah, ça va, tu vois. On fera Mais l'analyse. bah, vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup, ouais. Après, je sais pas s'il a oublié de le mentionner ou pas, mais je pense pas, tu vois. Non, Du non, coup, du coup, on va se le passer maintenant et puis vous allez débattre après, je pense. Enfin voilà, on vient de s'écouter Avantage. Du coup, je sais pas si vous avez eu cette impression chez vous ou dans votre voiture, mais voilà. Donc, pour passer à la suite, on va conclure cette chronique. Donc, j'ai quand même apprécié l'album. Je dirais pas une masterclass non plus, mais les codes de l'artiste sont bien présents. Mais en espérant justement qu'il nous réserve prochainement un projet encore plus innovant et avec plus de diversité, même s'il y en a déjà pas mal. Et sur ces belles paroles, donc on réenchaîne sur le son Rockstar de son dernier album. Et puis c'est parti. Voilà, on vient de s'écouter Rockstar, excusez-moi. Du coup maintenant je vais vous laisser la parole pour me donner un peu votre ressenti. Alors, pour ma petite poire, en écoutant les premières secondes du projet, j'étais assez surpris par sa grosse voix grave bien pitchée. Et en fait, je m'attendais à avoir une voix plus aiguë pour faire une sorte de dualité, parce que dans le son La Nuit, du coup, qu'il a fait connaître, on entend une voix aiguë. Et c'est vrai que c'est un truc que j'aurais bien apprécié, parce que là, on entend beaucoup cette voix très grave tout au long du projet, sauf dans les 3 derniers morceaux, je trouve, qui changent un peu, parce que je trouve vraiment les 6 premiers assez monotones et qui se ressemblent un peu. Du coup, les 6 premiers, c'est pas forcément les titres que j'écouterais, parce que très redondant un peu, c'est ça. Mais pour le coup, assez surpris dans les 3 derniers, quand j'ai écouté Avantage, la première fois, j'étais un peu surpris quand même. Et voilà, quoi. Ouais, un peu. Bah ouais, ce truc là, au début, c'est lent. Il est lent, ce mec là. Ouais. Mais du coup, au début, je me dis, ouais, une nouvelle voix, ok, c'est un mec grave et tout. Ok, il va changer et tout. Au bout du 6e morceau, c'est toujours le même flow. Je me dis, bon, ça fait long. Mais en vrai, oui, après, les morceaux de la fin, ça change un peu, mais vraiment, il se répète beaucoup. Ouais, je pense qu'on a tous eu du mal au début de l'album. Ouais, c'est un peu dommage qu'il change pas, ou alors qu'il ait toujours la même voix. Ou alors, tu vois, même la même voix, mais change de flow. Ouais. Mais là, il s'enferme beaucoup dans son truc. Je sais pas si sa fanbase, elle kiffe et tout, ou c'est son truc qu'il fait d'habitude.
Je sais pas du tout. Ouais, Ah. je sais pas. En vrai, Ok. enfin, non, mais c'est varié quoi. Il avait sorti la nuit, tu vois. C'était des sons un peu plus aigus et tout. Hmm. Enfin, mais là, tu vois, il a utilisé vraiment son timbre de voix. Ah, ok, j'ai donc l'impression à c'est que ce l'extrême, tu vois. morceau, que cet album où il fait que. Ah, je sais pas, mais quand tu prends par exemple Trapu, qu'il a sorti un son qui est dans son album justement, tu sens vraiment que c'est poussé, tu vois, à l'extrême, et c'est pas plaisant à aller écouter, tu vois. Ok. Surtout, c'est plus dark qu'autre chose. Enfin, moi, j'aime pas en tout cas. Après, je sais pas vous, mais. Ouais, je suis pas trop fan non plus. Du coup, ouais, c'est dommage qu'il fasse toujours la même chose. Mais bon. Bah, ce côté voix grave de l'artiste, tu vois, j'aime pas. Mais sinon, quand il est un peu plus dans les aigus et tout, bah, les sons que je vous ai passés, justement, Ouais. c'est pour ça que je vous les ai passés d'ailleurs. Parce que c'est vraiment les sons que je préfère Enfin, cette sonorité-là et son timbre de voix-là, j'aime bien. Pour ma part, oui, je vais comme dire comme vous, c'est son timbre de voix. En fait, je pense qu'il l'a utilisé pour se différencier des autres, mais si tu gardes le timbre de voix qui va pas du tout le temps, ben ça devient lassant vite. Aussi, les paroles aussi, il y a des choses que j'ai pas compris, qui n'avaient pas vraiment de logique. On sent vraiment que c'est pour de l'ego trip, mais c'est pas encore bien fait. Par exemple, il a dit je prends l'approche, je la déchire. Bah je sais pas, mais pour moi il a pas du tout déchiré. Non, il Ouais, ment. mais ça Il se voit ment, qu'il cherche pas de il ment. cohérent justement dans ce qu'il dit. Enfin, Oui, après les morceaux, par exemple, la Rockstar, ben, il a voulu mettre un peu de rock, donc il a pris des accords de guitare basique et il a fait, bah vas-y, allez, ça part en prod. C'est vraiment l'impression que je laisse. J'espère que c'est pas ça, hein, mais c'est vraiment c'est pas un artiste que je vais écouter plus tard, c'est pas mon truc, dommage. Très bien, bah merci beaucoup les gars. Et en parlant de voix grave, ça tombe bien parce que je vais maintenant vous parler de Riyad Sadio, de Freeze Corleone et H22. Mais avant ça, je vais vous présenter un peu les deux personnages et je vais vous parler de leur parcours. Et je vais commencer par Freeze car c'est le plus connu et certainement le plus influent des deux. Donc Freeze rappe depuis longtemps mais sous d'autres noms et c'est vraiment en 2016 que ça devient sérieux. Il nous sort FDT et Vieille Merde Volume 2, projet avec beaucoup de membres de son collectif le 667. La semaine dernière, Paul nous avait parlé de Osiris Jack, membre du 667 lui aussi, et de son dernier album, Nouvelle Ère. Un album, si vous vous souvenez bien, qui parlait de complots sous couvert d'une ambiance sombre avec une grande technicité. Eh bien, on avait déjà tous ces prémices de tout ça en bien moins abouti quand même dans ces projets, je trouve. Ce qui est plus abouti d'après moi, par contre, c'est le projet qui suivit, Project Bluebeam, un album qui est vraiment une réussite critique. Un projet dans lequel Freeze nous parle de complot sur des prods trap sombres avec des mélos au piano, le tout avec des schémas de rimes rarement vus pour l'époque. Après ça, il enchaîne les feats et pour moi, il y en a un qui est un peu plus important que les autres, c'est Drill FR4 sorti en juin 2020 avec Gazo. Et ce son, je trouve, a vraiment propulsé la carrière des deux artistes, surtout Gazo, qui était un peu inconnu à l'époque, et je trouve a grave aidé, comme Ziak d'ailleurs, à faire connaître la drill en France, pour le meilleur et pour le pire. Quelques mois après, Freeze sortait le tant attendu La Menace Fantôme, qu'il a vraiment fait exploser aux yeux du grand public, car l'album est aujourd'hui 10 de platine. Alors que Freeze n'a pas changé sa formule pour plaire au public, c'est le public qui a compris sa musique, et ça a pas mal changé la manière dont on voit le rap en France, car au même titre que Laylo avec son album Trinity, ça nous a montré que des artistes de niche pouvaient trouver leur public et devenir de grosses têtes d'affiche. Avec une fanbase très investie et le tout sans trop édulcorer leurs propos ou leur musique. Donc, je digresse un peu, revenons à nos artistes et maintenant à H22. Lui, c'est un membre du collectif Lyonzon et vit le même collectif que Bouchy. Bref, lui, il a vraiment explosé grâce à un titre en featuring avec Freeze. Présent sur LMF, c'est les parties 2, un titre de drill, et après ça il enchaînera les feats sur des prods drill en étant invité par tout plein de rappeurs. Il continuera sa lancée de couplets sombres avec sa voix très grave, très lente, presque monotone, mais avant ça, notre ami 22 rappait sur des prods dites no mélo, c'est-à-dire qu'il y avait juste des basses et quelques rythmiques. Toujours avec son flow lent, sa voix grave, rendant le tout très sombre et un peu dur à écouter je trouve. Bref, aujourd'hui les deux compères se retrouvent pour un album en commun, Riyad Sadio, et ce que j'ai pas précisé, c'est que ces deux-là ont déjà beaucoup collaboré avant, donc un projet commun est vraiment pas étonnant. Donc, dans ce projet, on retrouve quasiment que des prods dites drill, on a donc tout le champ lexical qui va avec, vous savez, les grands couteaux, les cagoules, les flingues, la violence, mais tout ça, on commence à connaître. Mais il nous parle aussi de trafic de drogue, de noms de médicaments imprononçables et de règlements de compte. Bon, vous avez compris, les thèmes de l'album, on les connaît plutôt bien, mais c'est pas grave, ce qui est intéressant dans leur lyrique, c'est les références qu'ils utilisent. Elles sont souvent assez pointues, soit sur des joueurs de basket ou de foot. D'ailleurs, le nom du projet vient de là, Riyad Sadio parle de Sadio Mané et Riyad Mahrez, ici Freeze et H se comparent à eux car de même nationalité, respectivement sénégalais et algériens. Mais il nous parle aussi souvent des Anonymous,
parle de Gaza, de l'Intifada, qui est un soulèvement de la population palestinienne contre Israël entre 87 et 93, le tout avec quand même de belles figures de style. Bref, il parle aussi de plein d'autres choses mais je vais vous laisser découvrir. Et au même titre que l'interlude du projet où on entend des journalistes d'Europe 1 et de BFM TV parler de la relation France-Algérie en octobre 2020, ainsi que de la mise en esclavage de migrants africains lors d'une vente aux enchères en Libye, eh bien, quand on assemble tout ça, ça crée vraiment un univers très triste, très sombre et très grave. Et ceci, je trouve, est vachement accentué par les prods du projet, toutes faites par Le Flemme ou Le Amine, des producteurs très proches des deux artistes. Je trouve qu'ils ont fait un travail assez remarquable dans ce projet pour approfondir leur univers. Donc, on a vraiment des grosses basses bien pesantes, des mélodies envoûtantes créées grâce à des samples de violon. Par exemple, on a une partie de l'OST du Parrain, ou encore des samples de chœur. Donc, ces deux producteurs et ces deux rappeurs arrivent à nous créer un univers très cinématographique, mais triste et pessimiste. Le bémol, pour moi, c'est que sur 10 titres, on n'a vraiment aucune vraie innovation. On sent que H et Freeze se reposent beaucoup sur leurs acquis et on les a déjà beaucoup entendus sur ce genre de prod, avec ce genre de flow. Donc, une personne qui connaît bien les deux artistes ne va pas être surpris du projet. Néanmoins, on sent que Freeze s'adapte un peu à H dans le projet en adoptant un flow plus lent, avec une voix plus grave, et le tout est quand même très très cool à écouter. Bref, on a là un bon projet très bien produit, très bien musicalement, mais c'est pas spécialement mon truc, donc pour la conclusion, je vais citer le roi Enoch qui parle de l'album. Il nous dit « Riyad Sadio, l'album mature, abstrait et définitivement au-dessus. H est simple et franc comme un tueur à gages, Freeze est calme et vous flingue à temps plein, équipe à fond. » Et après ces super belles paroles, on va s'écouter Olivine. À tout de suite. Vous êtes bien dans 16 mesures, on vient de s'écouter Olivine de Freeze Corleone et H22, et maintenant je vais te demander ton avis, Paul, qu'est-ce que t'as pensé de alors, ce projet que j'ai pas beaucoup attendu, mais je suis content de l'avoir entendu. Quand ils ont annoncé ça, je me disais, on a déjà entendu Freeze Corleone et H, ça tournait un peu en boucle vers la fin, donc ils ont fait les parties 1, 2, 3, 4, 3 et 4, ça a commencé à ramer un peu. Mais bon, ils ont fait quand même des trucs cool ensemble et Freeze Corleone il est quand même bon. H, il a ses points forts. Mais je me disais... En fait au début j'étais déçu parce que je me dis en ce moment les deux ils commencent à faire des trucs un peu nuls. Genre Freeze Corleone il se répétait souvent, H22 on l'entend il se répète beaucoup dans l'album. Mais après les feats qu'il a fait avec d'autres personnes, Freeze Corleone je me dis il a repris son souffle, il a fait un truc avec Caris et Cash Criminel qui est excellent. Le feat avec Osiris Jack dont j'ai parlé la semaine dernière si vous en rappelez, qui est très fort aussi, donc je me dis c'est cool, ça va être trop bien. Et en fait ça se répète beaucoup dans l'album, on a souvent les mêmes flows de la part des deux, pas plus l'un que l'autre, mais voilà ça se répète beaucoup, c'est des trucs qu'on a déjà entendus des fois et je trouve c'est dommage, ça prend pas beaucoup de parti pris, ça essaye pas de nouvelles choses, et sauf par exemple ce morceau là qu'on vient d'entendre, Olivine, je pense qu'il est un des meilleurs de l'album, il est vraiment cool. Mais voilà, ce serait dommage qu'ils essayent pas plus de choses. Ça aurait pu être intéressant, mais voilà. Vas-y, pour ma part, oui, ils commencent à se répéter les deux. Et on voit vraiment que ils font pas le minimum, mais ce qui se maîtrise, quoi. Ce que j'entends surtout la répétition, c'est surtout au niveau des refrains. Pour le refrain, ils répètent à chaque fois une même phrase, toujours. Ça c'est même quand, des fois, quand même. H il fait les refrains. Oui, voilà. Il est pas fort en refrain. Et t'as H qui fait le temps. refrain, qui répète la même phrase, et après t'as Freeze Corleone qui répète la même phrase. Donc ça commence, ça se répète un peu. Pareil pour les productions, moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire, puisque j'ai l'impression qu'ils utilisent toujours la même gamme de piano. On entend souvent les mêmes notes de piano, donc ça aussi ça se répète. Le truc que j'ai bien aimé par contre, c'est qu'il parle un peu plus de politique sans vraiment avoir un gros jugement moralisateur. Par exemple, d'avoir juste des extraits de journalistes sans les commentaires, c'est juste pour poser du contexte. Par exemple, quand ils parlent de l'Intifada, oui, on sent qu'ils sont plus d'un côté que de l'autre, mais ils exagèrent pas en faisant tout un morceau dessus. C'est pas complotiste comme à l'époque de Freeze Corleone, il mettait... Non. Comme ça. Oui, mais là, c'est plus complotiste. Mais alors, ce qui est bien, c'est que, en parlant de complotisme, c'est qu'il y a Osiris Jack et Freeze Corleone, et on voit qu'avec leurs deux projets précédents,
ils ont vraiment pris des voies différentes. Mhm. Oui, Jack, il a jamais changé qui il était, il a resté sur les mêmes prods. Et Frisk Corleone, là, il s'est mis sur de la drill et il reste dessus et il est Ouais. pas prêt de retourner au truc complotiste. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il y avait de la répétition, comme vous l'avez dit. Bon, après, on sait que Freeze est passé maître dans l'art justement de la drill, quoi. Enfin, il a plus rien à prouver, mais et H, j'aime pas trop justement les artistes avec une voix un peu grave qui, surtout, il est un peu Tu viens lent. de présenter quoi là? Non, mais voilà quoi. Oh, la fraude. Non, mais non. Vous m'avez compris. Enfin, les auditeurs ont compris en tout cas. Les Français ont compris. Et enfin, bref, j'ai l'impression que, en fait, on a vite fait le tour. Et ouais, il y a vraiment de la répétition pour en revenir à ça. Et du coup, sinon, bon projet quand même. Mais bon, enfin voilà, ça s'arrête Oh, il y là. a un truc insupportable aussi. Ouais. Au début, c'est cool, c'est les bips. Il y en a tout le long Ouais. du projet. Au début, Mhm. tu dis, c'est sympa, quelques trucs, mais à un moment. C'est. J'ai pas compris les dédicaces bipées, du coup ça sert à rien. Oui. Bah, d'après certaines personnes sur Genius, ce serait du morse. Enfin bon, bref, après on peut rentrer dans des, dans des explications tirées par les cheveux. Oh, Non, le mais je pense bref. que pour conclure avec cet album, je pense qu'on arrive vraiment à la fin d'un cycle et que l'album peut-être arrive presque un peu tard. Parce que Mhm. vraiment, cette formule, ils l'ont bien poncée et là, je pense qu'ils l'ont bien fini Mm. et que j'aimerais bien qu'ils passent à autre chose Un après. renouveau, ce serait cool. Hein. Ce serait très cool. Oui. Donc maintenant, on va s'écouter Eurovision, tiré du nouvel album de Central C. Un featuring avec pas mal de gens, puisqu'il comporte 2 Espagnols, 2 Italiens et 2 Français. Tu veux que je les cite? H22 et Freeze, si tu les as, pourquoi pas. Alors, Rondo da Sosa, Baby Gang pour les Italiens, A2 Mhm. Anti, Morad, A2 Anti et Morad, Benny Junior, H22 et Frisk Corleone. Bon, c'était pas dans l'ordre, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, à tout de suite dans 16 mesures. You are now listening to Young Checks. Vous êtes bien dans 16 mesures, on vient de s'écouter Eurovision de Central C avec plein de gens, on va peut-être pas tous les citer. Non. Mais en tout cas, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y avait 4 pays d'Europe, du coup, qui étaient dans ce featuring. Et du coup, on voulait vous parler un peu plus en détail, du coup, des featuring à l'international. Donc, je vais laisser Cécilien. Central C. Alors Central C, c'est un rappeur du Royaume-Uni, plus précisément d'Angleterre. Il a vraiment bien marché première semaine en France parce qu'il a fait vraiment une communication spéciale française, surtout en faisant un feat avec Frisk Corleone et H22. Et c'est vrai qu'en ce moment, les feats internationaux, ils marchent plutôt bien. Parce qu'au début, vers année 2000-2010, c'était surtout Booba qui faisait des feats internationaux avec des Américains, des têtes vraiment connues, où là, on avait vraiment beaucoup plus de mal, puisqu'on sentait vraiment que c'était juste pour les primes qui passaient. Je sais pas Ouais, il y toi. avait vraiment une différence d'univers entre les deux. Et des fois, ça pouvait un peu marcher. J'ai mais Caris aussi avec Futur. Pas souvent. Oui, il y avait Caris, il y a La Crime. Ouais, il y en a beaucoup. Mais je reviens juste vite fait, hein, je te coupe. Je trouve aussi, à l'époque, les Américains ne respectaient pas le rap français. Toujours pas. Hein. Ouais. Ah, je trouve un peu moins, ou en tout cas peut-être pas les Américains, mais le rap international se Oui. serre un peu plus les coudes entre les pays. Oui. Mais c'était une grande époque, hein, parce que ça a duré vraiment longtemps, les feats internationaux, où c'était juste de l'argent et ils posaient un couplet. Et je trouve que c'était, genre, quand on disait « Ah, il est pas mal ce rappeur américain », c'était vraiment un peu de la mauvaise foi, parce que sur les albums, c'est pas ce qu'on écoutait le plus, honnêtement. C'était juste pour faire « Waouh, l'artiste dans notre petit pays collabore avec un grand artiste ». Mais maintenant, ça a changé, où soit on collabore plus au niveau Europe, ou avec des artistes moins connus dans les pays américains. Par exemple, je crois qu'il l'avait fait à Teyaba avec Ouais, avec ça, Baby. Là, ça, tu vois, ça avait marché parce qu'il était un peu moins connu et ils avaient un peu le même univers. Et sur les rappeurs européens, c'est vraiment des pays qui sont géographiquement proches et du coup, c'est plus facile de communiquer et d'aller en studio ensemble. Je sais pas pour toi. Ouais, on cherche plus en fait à se faire valider comme avant. Quand je dis on, c'est les rappeurs français. Par quelqu'un, du coup, on mettait au-dessus de nous le rap américain comme ça. Et là, Oui. c'est cool, c'est vraiment une collaboration entre les deux, donc c'est sympa à écouter. Et c'est cool, moi j'aime bien beaucoup les feats avec plein de pays différents et tout. Il n'y en a pas énormément, c'est dommage. Mais le fait que tu sais que chaque pays soit représenté et tout, je trouve ça sympa à écouter, même pour découvrir. Moi j'ai découvert les rappeurs espagnols là du coup sur ce morceau Eurovision. Il y avait le morceau avec Kekra,
où que Kra faisait partie. Le morceau du Chavili, il a fait un remix de son c'est Bendo Diaries. Et c'est sympa, j'ai découvert aussi d'autres morceaux, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent, on peut peut-être l'espérer le voir encore plus. C'est vrai que le point commun entre ces deux morceaux, c'est que c'est sur des prods drill. Je sais pas s'il y a un effet... Ouais, c'est peut-être dû au fait que en drill, ils sont beaucoup attachés à leur quartier, enfin même les rap un peu gangster, tout ça. Ils sont vachement attachés à d'où ils viennent pour dire... ils représentent vraiment donc peut-être cette volonté de revendication pour dire voilà, nous c'est ça, on fait ça et tout. Donc c'est peut-être pour ça que ça se fait beaucoup en drill, plus que dans d'autres sons. Je trouve aussi qu'en drill, ça se fait souvent parce que les rappeurs londoniens, ils savent qu'ils sont meilleurs que les Européens en drill. Et du coup, ils les font poser dessus parce que tout le monde peut se poser dessus, mais ils sont un peu meilleurs. Parce que je vois mal un artiste faire un site international et dire « Ah, moi, je suis moins bon que les autres. » Et aussi parce que la drill, c'est vachement codéifié. Et du coup, ça permet qu'il y ait plein de... du coup, tout le monde sait ce que c'est de la drill. Enfin, en tout cas, ceux qui font de la drill, ils font tous la même drill. Ils posent tous sur la même prod. Alors que entre des prods en France et des prods en Angleterre, c'est pas du tout la même chose. La graine, le rap français, rien à voir. Donc c'est peut-être plus simple aussi à aborder cette drill internationale. Oui, je suis d'accord. Mais moi, maintenant, le truc, c'est que sur de la drill principalement. Et j'aimerais bien avoir d'autres feats plus intéressants. Là, par exemple, il y avait D1 qui a fait un feat, je m'en souviens plus trop. Bon, je m'en souviens plus trop, je vous le dirai peut-être la semaine prochaine. Okay. Mais j'aimerais... De rien. Mais j'aimerais vraiment avoir autre que des feats de drill qui passent. Maintenant, plus collaborer parce qu'on est proche au niveau pays européen et c'est quelque chose qu'on peut avoir un avantage par rapport aux Américains, je trouve. Après, c'est vrai que là, du coup, on parle de feats où il y a quand même beaucoup de pays représentés, mais on peut peut-être aussi parler, du coup, juste un Français avec un Italien ou un Français avec un Espagnol, tout ça. Je pense par exemple à Capo Plaza, qui est un rappeur italien, qui a pas mal collaboré avec des rappeurs français. Je sais pas si c'est quelque chose genre Nino, je crois qu'il est SCH aussi. Du coup, il y a des grosses têtes d'affiches françaises. Après, je connais pas trop sa notoriété là-bas, donc je peux pas dire si il y avait c'est une grosse tête d'affiche. Sur son dernier album, il avait collaboré avec un rappeur italien aussi. Kekra, il avait, pour reparler de Kekra, parce qu'on en parle jamais assez, je trouve. Vas-y. Il avait fait un feat avec Ko, un rappeur japonais, mais lui, c'est parce qu'il était vraiment au Japon tout le temps, donc c'était pas un truc pour dire moi je fais l'expansion, je suis au Japon, je suis trop loin. C'est vraiment, il vivait au Japon. Ça, c'est vraiment un feat international qui marche vraiment bien. En plus, le son est cool, donc je vous conseille de l'écouter. Voilà. Parce qu'il y a peut-être un peu moins d'affaires d'argent derrière et plus de la spontanéité au studio, tout ça, et je pense que ça se ressent assez facilement quand. Ouais, c'est sûr. Après... à l'époque, quand t'avais Gradure qui mettait 10 000 pour ramener Chief Keef, ça s'entendait, quoi. Oui. Mais aussi, il y avait la Plug, là, qui fait pareil, où les artistes américains, ils sont plus proches des artistes français, j'ai l'impression, où il y a plus de collaboration, surtout pour les beatmakers. Donc, pourquoi pas, surtout qu'il y avait JMKS qui avait fait un feat avec un rappeur américain il n'y a pas longtemps, dans ASAP, il me semble. Faudrait que je le retrouve, mais ça par exemple, ce feat, ça avait vraiment bien marché, je trouve, même s'il était un peu court de la part de JMKS. Mais ouais, ah oui, ASAP Ants, du coup, voilà. C'est ça, ouais, sur l'album d'ASAP Ants, ça m'a mis du temps. Mais oui, aussi, il y a le Québec aussi qui est pas mal représenté en France, donc avec le Rougi, c'était que lui. Mais il y en a d'autres. Après, là, c'est plus simple, c'est francophone. Donc ouais, c'est sûr, mais bon, il y a quand même une différence de culture, en termes de rap, du moins. Donc en tout cas je trouve ça très cool que du coup on ait de plus en plus de collaborations entre artistes de différentes nations, surtout quand ça se fait dans la spontanéité et pas avec un gros billet derrière. Et nous on arrive au bout de l'émission, donc on vous laisse. Pas de musique de fin cette fois-ci parce qu'on est un peu short niveau temps, mais en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, bonne soirée. Salut à tous. Bisous.